Mathieu Varin est arrivé à Grenoble il y a seulement 2 mois, mais c'est un ancien grenoblois, c'est ça ? Voilà, il a une expérience à Séné dont on a beaucoup entendu parler à Grenoble, puisque à Séné il a mis en place pas mal d'expérimentations en termes de participation. Il a mis en place ce qu'on appelle les GLOP, groupes locaux d'orientation de la programmation, c'est-à-dire des groupes de personnes qui étaient chargés de mettre en place ou pas une programmation dans une salle de spectacle en complicité avec les affaires culturelles de la ville de Séné et Mathieu. Voilà, Mathieu qui est arrivé à Grenoble et qui est en charge d'une maison des habitants à Grenoble depuis 2 mois. C'est ça, bonjour. Donc j'ai cet exercice particulier du rapport d'étonnement, donc je vais être étonné. On ne va pas s'étonner longtemps, parce que les gens commencent à partir et parce qu'on m'a demandé de ne pas m'étonner longtemps. Donc je vais m'étonner brièvement. La commande, enfin l'idée au départ, c'était justement non pas de partir des droits culturels, mais de partir du thème de la journée et de cette question de la culture et de l'enfance, et de regarder si ça fait des ponts, et si oui, où, avec cette notion des droits culturels. Alors les droits culturels, si vous venez le 1er et le 2 juillet, vous en entendrez mieux parler qu'avec moi, avec les trois papes des droits culturels. Mais en gros, c'est l'idée que peut-être qu'il est temps aujourd'hui, sinon de changer, en tout cas d'additionner un nouveau paradigme des politiques culturelles, qui consiste à dire qu'il serait peut-être intéressant de sortir d'une logique de l'offre culturelle, type Malraux, pour arriver sur une partie de culture qui reconnaissent la culture comme étant déjà autre chose que de l'art ou du patrimoine, et comme devant ou pouvant partir des personnes elles-mêmes. Ça semble facile à dire quand on regarde comment est-ce que sont structurées aujourd'hui les politiques culturelles en France et comment elles sont mises en œuvre. Ça rend les choses beaucoup plus compliquées, parce qu'on se rend compte qu'on est très vite engoncé dans un seul paradigme actuel, qui est celui de une salle de spectacle, ça fait une programmation, donc elle est dans une logique de l'offre. Une médiathèque, ça acquiert des bouquins pour que les gens viennent les chercher, elle est dans une politique de l'offre. Même la médiation qui a été inventée pour essayer de dire il fallait maintenant un petit peu des ascenseurs entre le haut, ce qui est considéré comme le haut et le bas, ou ce qui est considéré comme le bas. La médiation n'est jamais qu'une manière de faire de l'offre intelligente, mais à aucun moment elle ne met en cause cette question de l'offre. On est, en France, bloqué dans un positionnement qui est de dire, à un moment donné, il y a des gens qu'il va falloir édifier et faire grandir. Et là, on va commencer les rapports avec Patrick Bensoussan et avec notre journée d'aujourd'hui. Et pour faire grandir les gens, il y a quand même des gens qui sont là pour ça. D'un côté, il y a les artistes qui sont a priori intouchables, et de l'autre côté, il y a les professionnels de la culture qui, a priori, savent mieux que quiconque ce qui va permettre aux gens de grandir. Je vais essayer de faire donc cet aller-retour de la journée entre les droits culturels et l'enfance. Et Patrick Bensoussan nous a d'emblée invités à partir non pas d'un principe ni même d'une certitude, mais d'un fait, d'une réalité, c'est que l'enfant est né porteur de culture et est porteur de culture. Et ça fait immédiatement écho à la question des droits culturels et à cet axiome de base que les droits culturels posent, c'est toute personne est porteuse de culture et n'a pas à attendre d'une institution culturelle, d'un équipement culturel, d'une politique culturelle pour pouvoir se revendiquer comme porteuse de culture. C'est intéressant de voir que Bensoussan nous dit l'enfant il a déjà ça, et qu'il y a une sorte de prétention, alors dans les deux sens du terme, au sens prétendre, au sens noble de la chose et au sens prétentieux de la chose. Il y a une prétention de l'adulte de dire mais t'es mon gamin, je vais te faire grandir. Non, il est là en tant qu'individu, il est là déjà en tant que porteur de culture. Après, c'est assez facile du coup de faire le décalque avec nos histoires de droits culturels et avec nos histoires de est-ce qu'on est porteur de culture. Si on est porteur de culture, comment est-ce que moi, équipement culturel par exemple, je prends ça en compte véritablement? Comment est-ce que moi, Espace 600, je prends en compte le fait que la personne qui va franchir la porte, la prochaine, elle n'est pas là pour acquérir de la culture, elle est là pour apporter de la culture, parce qu'elle en est porteuse. Et c'est super compliqué dans nos dispositifs, parce que c'est super pas intégré. On verra tout à l'heure, on parlera peut-être de ce fameux faire. Est-ce que le faire permet de transcender ça? Eh bien, c'est pas si évident que ça.
Et là, moi, j'aimerais insister sur le fait que ça nous a semblé des évidences. Quand même, quand Patrick Bensoussan nous a dit ça, les enfants sont déjà porteurs de culture, et quand on dit chaque individu est déjà porteur de culture, assez facilement on peut se satisfaire de ça et de se dire oui, on est tous d'accord avec ça, il est où le problème? Est-ce que c'est ça qui va révolutionner les choses? Et là, j'insiste sur le fait de dire que ce qui nous paraît, pour peu qu'on en discute, une évidence, n'est jamais mis en œuvre. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on va retrouver, chasser le naturel et revient au galop, on va retrouver notre positionnement de sachant par rapport à des gens qui sont des non-sachants. On n'y peut rien, on sort de 50 ans, 60 ans de politique culturelle comme ça, et puis quelqu'un parlait de colonialisme, on est aussi dans un positionnement, nous-mêmes on est nés êtres de culture, et on trimballe des trucs qui font que dès qu'on essaye de sortir de ce positionnement et qu'on arrive en serrant un peu, en fermant les yeux, à écouter Bensoussan en disant oui, c'est vrai, le môme, il est déjà porteur de culture et je vais juste je vais juste prendre un taxi et puis juste l'amener et puis lui-même, c'est à lui, etc. D'accord, je l'ai, je le tiens, je n'en démordrai plus. De la même manière, quand je dis oui, la personne, elle est porteuse de culture et maintenant je vais partir de cette personne-là pour constituer ma programmation ou faire mon fonds documentaire et je vais plus être dans une logique de l'offre culturelle, je le sens bien, je l'ai, je le tiens. Eh ben, il suffit d'une demi-journée et d'un repas au baratin pour que le truc, il se barre. Et on a retrouvé cet après-midi un vocabulaire qui était honni ce matin, non, plus jamais ça. Et cet après-midi, on reparle de bon cinéma. Alors on se reprend. Non, je ne veux pas parler de bon cinéma. On reparle de qualité des œuvres. Donc il y a du qualité et du pas qualité. On repositionne de manière systématique et de manière... comme un pli de drap qui aurait été fait au fer à passer, dont on n'arrive décidément pas à se débarrasser, on n'arrive pas à se sortir de l'idée qu'à un moment donné, il y a quand même des gens qui feraient bien de se cultiver. Les droits culturels vont pas avec un claquement de doigts dire le contraire. Les droits culturels, dans leur déclinaison, qui est un peu, j'y reviendrai tout à l'heure, c'est un peu fumeux en fait, les droits culturels. Dans leur déclinaison, elles disent quand même qu'il y a une autre manière d'aborder les personnes, c'est de les aborder en tant que personnes et non pas en tant que public. Et dans l'autre aller-retour que je voulais dire par rapport ou nommer par rapport à ce qu'on s'est dit aujourd'hui, il y avait cette idée de dire on parle de l'enfant ou de l'enfance comme étant un tout, et ce matin, assez vite, on se dit non, oui, c'est vrai que il faut arrêter de globaliser. Et nous, quand je dis nous, c'est acteurs culturels ou personnes s'intéressant à la chose dite culturelle. Très vite, on revient à ce mot de public. On travaille avec du jeune public. On travaille avec différents publics. On travaille avec des publics empêchés. Donc des fois, on va en prison, des fois, on va voir des gamins, des fois, on va voir des publics handicapés. C'est toujours des publics. On ne se rend pas compte que derrière ce mot public, il y a de facto, une négation de l'individu à l'intérieur de ce public. Et il y a de facto une manière de se positionner comme étant dans, de nouveau, une logique de l'offre. De l'autre côté, d'un côté, il y a des gens qui vont proposer, a priori c'est nous. De l'autre côté, il y a des gens qui vont accéder, a priori c'est les autres. Et moi j'ai écouté Patrick Bensoussan et essayer de démonter cette manière d'être de l'adulte vis-à-vis de l'enfant, ne sachant pas et devant être édifié, et j'arrive pas à ne pas faire le parallèle avec cette vision qu'on peut très vite avoir du public comme étant quand même des gens qu'il y a à édifier vers quelque chose dont, quelque part, une seule partie des personnes serait dépositaire. Je pense qu'on a énormément de mal à partir de la personne et de ce dont elle est dépositaire, de culture au sens large, c'est-à-dire de récit, de savoir-faire, parfois de talent et de créativité, mais pas nécessairement, de savoir-être, d'envie, de rêve. On n'a pas inventé aujourd'hui les politiques culturelles qui véritablement partent de ça, comme je crois qu'on n'a pas inventé aujourd'hui un mode de relation entre l'enfant et le parent, ou le parent et l'enfant, qui partent véritablement de l'idée que l'enfant est déjà un petit bonhomme, une petite bonne femme à part entière. Voilà pour le parallèle. Après, il y a cette histoire du faire ou du faire ou du voir ou évidemment de l'écouter quand il s'agit de musique ou du sentir ou du goûter quand il s'agit de bouffe. Ça me fait faire un autre parallèle sur et que dit beaucoup les droits culturels et qu'on peut mettre en œuvre sous un sous-groupe des droits culturels qui est quelle participation des gens à la chose culturelle. Et là, il y a plusieurs positionnements
professionnels qui sont offerts quand on est professionnel de la culture, mais aussi qui sont offerts aux artistes pour les artistes. C'est le faire pour, le faire avec, le permettre de faire. Et je pense que, et Marco disait il faut pas opposer les uns et les autres, et je suis entièrement d'accord avec ça, il ne s'agit pas de les opposer, il s'agit de les additionner, et de dire que, en matière de culture, je fais une parenthèse, en matière de jeu, j'ai longtemps bossé avec la Maison des Jeux à Grenoble, on est toujours dans des positionnements différents, on joue avec, on laisse jouer, on fait jouer, on permet de jouer, donc on est dans différents positionnements. En matière de culture, on peut être dans le faire pour, et à un moment donné, il faudra toujours des artistes, il faudra toujours des équipements culturels pour montrer des choses. Alors, est-ce que ces choses vont provoquer le clash ? Alors, c'est très rigolo, cette histoire de clash culturel, parce que c'est le mot que cherchait Henri tout à l'heure, c'était le mot choc culturel. Le choc culturel, c'est Malraux qui l'a inventé. Et on voit aujourd'hui, 50 ans après, alors qu'on est en train de démonter non, il ne faut pas la culture de Malraux, revenir à l'idée qu'à un moment donné, on est quand même là pour déclencher du choc culturel. C'est une idée qui est vieille comme le monde, et si on ne s'en débarrasse pas, elle va finir par nous encombrer. Bref, faire pour, il en faudra toujours, et je pense que les droits culturels ne doivent pas chasser les artistes des équipements culturels. Il ne s'agit pas de dire désormais il ne faudra plus d'offres culturelles, il ne s'agit pas de dire désormais il ne faudra plus d'artistes et d'équipements culturels pour que des gens qui ne sont que des publics ou que des spectateurs, c'est magnifique d'être un public ou un spectateur, donc il ne s'agit pas de dire ça, il s'agit de dire il ne faut pas que les politiques publiques de la culture confisquent l'idée de culture dans des équipements qui ne mettent les gens qu'en situation de spectateurs. Pour ça, il y a le faire avec, et il y a tout ce qui est pratiques artistiques. Attention, pour moi, c'est une pratique artistique, d'abord c'est toujours bien, mais ça ne remet pas toujours en cause cette question de la place de la personne. Je ne suis pas toujours persuadé que dans les ateliers de pratique artistique, on parte véritablement de la culture dont est porteuse la personne. Je pense qu'on fait pratiquer, et que c'est une bonne chose de faire pratiquer, je ne suis pas sûr que ce soit nécessairement que ça balaye tout le prisme de ce qui conviendrait de faire. N'empêche que c'est génial, il en faut, ce qui se fait dans les prisons, dans les écoles, etc. Il faut. Et puis il y a la troisième attitude, qui est le permettre de faire, qu'on a évoqué avec l'histoire de l'enfance, et puis beaucoup avec ces histoires d'espace et de temps à créer, de prétextes, d'endroits, qui vont permettre, parce qu'ils existent, parce qu'on les multiplie, en présence ou pas d'artistes ou de professionnels, en présence ou pas de conducteurs de taxi ou autres, ce positionnement qui, là, pour le coup, parce qu'il forme peut-être un cadre large, permet à la personne d'exprimer et d'arriver avec ce dont elle est porteuse, avec sa part de récit, avec sa part d'histoire, de savoir-faire, avec sa part de talent quand il a du talent, donc avec sa part de culture. J'arrête là. Juste un mot, et le dernier, parce qu'on a beaucoup parlé de mots, qui a été sorti du coup en fin d'intervention, le mot d'émancipation, qui est évidemment très présent, qui à mon avis est celui qui peut refaire le lien entre le milieu de la culture et le milieu du socio-culturel, qui essaye de retrouver des moments de reconnaissance mutuelle. C'est cette aspiration à permettre l'émancipation de la personne. Pour la permettre, il faut la reconnaître comme étant porteuse d'humanité, de culture a priori. Et par ailleurs, je pense que l'émancipation passe nécessairement par la question du droit. Pas forcément du droit opposable, mais qu'à un moment donné, il faut aller chercher dans le droit la légitimité qui permet de dire oui, il y a une velléité d'émancipation. Et c'est le travail qui a été fait autour des droits culturels. C'était d'aller chercher dans les textes qui sont la Déclaration des droits de l'homme, la Déclaration sur la diversité culturelle, les éléments de droit qui touchent à la culture et qui permettront de dire demain, la culture ce n'est pas que de l'artistique, hein. La culture ce n'est pas qu'une logique de l'offre avec d'un côté des artistes ou des professionnels qui proposent et d'autres qui viennent ou qui ne viennent pas dans les salles de spectacle. La culture c'est un outil d'émancipation des personnes. Voilà mon étonnement. Voilà, on va clôturer là-dessus. On remercie encore l'Espace 600. Saïd qui nous a allumé les lumières et les micros. Hein. Gaël Desmodes. Vous dire que donc, ce rendez-vous du 1er de juillet,
dont comment Mathieu a fait référence, c'est un enjeu important de se reposer la question des politiques publiques, hein, mais de les confronter à nos propres réalités. Ça va être ça le travail potentiellement des Lucioles dans les années à venir, j'espère, hein, dans les siècles. En tout cas, pas de sortir des gens d'un lieu ou d'un autre, mais de construire des nouvelles choses et de les mettre à disposition, comme peut le faire quelqu'un comme Marco ou Willy, c'est de mettre à disposition un espace où de la vie puisse se déployer. Voilà, ben continuez vous aussi, et puis soyez présents le 1er et le 2 juillet. Merci à tous et à toutes.